Buonasera, benvenuti a tutti. Sono ovviamente molto contento di vedere tanta gente all'inaugurazione di questo festival. In genere si dice che con il terzo anno di un'iniziativa pubblica, soprattutto le istituzioni che la appoggiano, che la finanziano, in questo caso ho qui accanto il sindaco, si rendono conto se è un'iniziativa da continuare ancora o invece da chiudere, magari ringraziando per quello che è stato fatto. Io ho la speranza e la convinzione che la quantità di persone che è venuta oggi non è solo, anche se soprattutto è per quello, per ascoltare Svetlana Todorov, ma anche per provare a seguire l'insieme del festival di quest'anno con questo tema così importante e anche difficile, che proprio per questo abbiamo cercato di sviluppare in tanti modi diversi che si affiancheranno uno con l'altro. Io non voglio perdere tempo, voglio dare subito la parola a Todorov, che immagino tutti voi conosciate. Credo che tutti i libri di Todorov sono stati tradotti in italiano, se non sbaglio quasi tutti dall'editore Garzanti. Todorov, che ha solo qualche anno più di me, io lo considero un mio maestro, perché sempre, anche quando già avevo iniziato la mia professione di storico, di insegnante, leggendo i suoi libri riusciva sempre a insegnarmi qualcosa di essenziale e di fondamentale. Credo che la grandezza di Todorov, come uno dei più grandi intellettuali dell'altro e di questo secolo, non solo in Europa ma nel mondo intero, è dato dal fatto di riuscire ogni volta che affronta un tema, sia esso filosofico, linguistico, storico, artistico, antropologico, di riuscire a dare qualcosa che spesso neanche gli specialisti in quelle discipline sono riusciti a dare. E lo riesce a fare sempre con una chiarezza e a volte semplicità di pensiero che ci permette davvero di comprendere ed andare in profondità di tanti degli aspetti della nostra cultura e del nostro passato che non è facile di visitare. Oggi Todorov ci parla di un tema su cui ha finito di scrivere un libro che dovrebbe essere pubblicato per la fine dell'anno e che mi auguro che all'inizio del prossimo sia pubblicato anche in Italia, che in qualche modo possiamo dire potrebbe anticipare uno dei temi del prossimo anno di 900 Feste, perché il prossimo anno saranno 100 anni dalla rivoluzione russa, un tema che ha cambiato in qualche modo la storia del Novecento, la cultura, e che spero potremo rivisitare quindi in modo intelligente. E quindi, anche se forse farà qualche osservazione senz'altro sulle colpe, le responsabilità soprattutto degli artisti in epoche particolarmente turbolente come è stata quella della rivoluzione russa, il suo intervento riguarda il modo in cui poter riandare a quel periodo e interpretare il retroterra culturale, diretto e indiretto, che gli artisti e gli intellettuali partecipi della rivoluzione russa hanno avuto. E anche in questo caso, per chi ha avuto la possibilità di leggere una breve parte del suo intervento che è apparsa nella settimanale Il Venerdì di Repubblica scorso, capirà che c'è una grande originalità di pensiero nella sua interpretazione. Do la parola a Svetlana Todorov, ringraziando enormemente per la sua venuta qui nell'aprire il nostro festival.
Marcello. Pardon de vous parler dans une langue étrangère, mais familière pour beaucoup d'entre vous. Dans mon exposé d'aujourd'hui, je voudrais approcher le thème de cette rencontre, le totalitarisme et la culpabilité, à partir d'une matière qui est à la fois privilégiée et marginale. Privilégiée parce qu'il s'agit de la révolution d'octobre qui inaugure la série d'événements qui façonnent l'histoire du XXe siècle, mais un peu marginal aussi dans la mesure où je ne vais pas traiter du destin de l'Europe occidentale, ni de l'Allemagne, ni de l'Italie, ni d'aucun autre pays de cette partie du monde, mais exclusivement de la révolution russe. Donc j'apprends que j'avance ensemble d'une année. Je suis venu un peu trop tôt. En fait, c'est comme si je venais l'année prochaine. Et je vais essayer de vous parler du thème qui est le nôtre cette semaine, le totalitarisme et la culpabilité, l'histoire et la culpabilité, mais pour me faire bien comprendre, je dois d'abord décrire le cadre conceptuel dans lequel je me situe. Le rapport des créateurs à la Révolution s'établit en deux temps. Le premier est antérieur à octobre 1917. Il s'agit de l'attitude qu'adoptent les artistes envers l'idée de révolution avant qu'elle ne soit mise en œuvre. Leur rôle ici est actif. Ils construisent une image qui, à son tour, influencera la révolution naissante. Le second temps est celui du rapport qui s'installe entre eux et les représentants du pouvoir une fois que la révolution a eu lieu. C'est celui auquel je voudrais m'arrêter aujourd'hui plus longuement. Les artistes sont amenés ici à réagir à des réalités qui existent indépendamment d'eux. Mais quelques mots d'abord sur le premier temps et l'influence que les artistes exercent sur la révolution avant même qu'elle éclate. Les révolutionnaires professionnels ne reconnaissent pas toujours l'action exercée sur eux par la littérature ou les autres arts. Encore que Lénine admet comme influence majeure sur sa pensée, celle produite par un roman Que faire de Tchernychevsky. Il est vrai qu'il s'agit là d'un roman à thèse. Mais cette relation directe entre les œuvres et les actes n'est pas indispensable pour constater un certain lien causal. Les œuvres des artistes créateurs agissent en commun sur ce qu'on appelle l'esprit du temps, l'esprit de l'époque, le Zeitgeist, qui est une résultante de contributions multiples. Un esprit du temps difficile à tester avec précision, et pourtant incontestablement présent et agissant. Les romanciers, les poètes et les autres artistes portent donc une certaine responsabilité pour la couleur de cet esprit, car à son tour, il motivera le comportement d'hommes d'action qui un jour font la révolution. Une forme de création artistique surgit au début du XXe siècle, joue ici un rôle particulièrement actif. C'est celle à laquelle on attache l'appellation d'avant-garde. On entend par là la pratique des artistes qui rejettent la totalité des traditions antérieures propres à leur art
leur pratique à partir de principes nouveaux. En Russie, dans les années précédant la Première Guerre mondiale, on trouve de telles pratiques avant-gardistes chez des peintres comme Kandinsky, Larionov, Goncharova, Malevich et bien d'autres. Des poètes comme Khmelnikov, Mayakovsky et d'autres futuristes, des hommes de théâtre comme Meyerhold. En règle générale, ces avant-gardistes se perçoivent eux-mêmes comme des révolutionnaires, chacun dans son domaine, et ils éprouvent une vive sympathie pour la révolution sociale et politique, même s'ils n'y participent pas. Autrement dit, ils croient à une parenté profonde entre révolution artistique et révolution politique. Comme l'écrit par exemple le poète symboliste Andrei Bely en 1917, le révolutionnaire et l'artiste sont unis par la flamme de leur enthousiasme. C'est une formule parmi bien d'autres qu'on rencontre souvent dans ce sens. L'interaction peut se produire aussi à un niveau plus profond, non conscient, indépendant des intentions et des goûts personnels. Les œuvres d'art agissent sur l'esprit du temps, non seulement en s'appropriant et diffusant ces thèmes, mais aussi en faisant vivre et en favorisant d'autres idées qui resteraient autrement en marge. Ce qu'ils contribuent alors à promouvoir ne sont pas des formes artistiques, mais leurs prémices philosophiques ou politiques, ainsi en particulier de l'idée de souveraineté du créateur, qui ne doit tenir compte d'aucune limite, d'aucune tradition. En se débarrassant de tout le poids du passé, en postulant qu'ils vont pratiquer l'art littéraire ou pictural ou musical de manière entièrement neutre, les créateurs se comportent à la manière du Dieu omnipotent qui, dans les premiers jours de la création, ne suit que les commandes que lui donne sa propre volonté. Et puisque ce Dieu ancien est forcément créé à l'image que l'homme se fait de lui-même, ou plutôt de son idéal ou de sa propre perfection, les avant-gardistes en art renouent en réalité avec une ancienne conviction à laquelle ils donnent une nouvelle existence. Les dirigeants politiques n'ont pas besoin d'aimer les œuvres de Joyce, Kandinsky ou Schoenberg pour subir l'influence de ces choix d'avant-garde qui marquent la société en profondeur. Artistes et révolutionnaires se pensent en démiurge, en Dieu créateur. En même temps que cette manière de rendre légitime la pratique de la table rase, la destruction de tout le passé pour construire un avenir radieux, les œuvres d'avant-garde diffusent et popularisent les idées d'une force irrépressible de la volonté, d'une illimitation des capacités de l'homme, donc d'un idéal surhumain convenant au nouveau surhomme. Elle élimine ainsi la division de l'espace social existant entre un territoire sacré auquel on n'a pas le droit de toucher et un domaine profane qu'il est licite d'améliorer, puisqu'elles ne connaissent aucun passé sacré. Ce qui en découle, c'est qu'elles se réservent le droit de définir un nouveau sacré, ce que les autres de la population n'auront pas le droit de toucher. Les concepts issus de l'héritage de Nietzsche, le philosophe allemand, me semblent les plus appropriés pour décrire l'idéologie sous-jacente des révolutionnaires.
engagé tant dans l'action politique que dans la création artistique. Cette suggestion peut surprendre. À l'époque soviétique, le nom de Nietzsche est associé aux doctrines fascistes et nazies, lesquelles d'ailleurs n'hésitent pas à s'en réclamer. Tout rapprochement avec les thèmes issus de la Révolution d'octobre est de part et d'autre fluide. La situation s'est renversée en Europe depuis cette époque. Aujourd'hui, ce sont les adorateurs de Nietzsche qui n'aiment pas reconnaître une quelconque parenté avec les idées de Staline. Mais il faut préciser d'emblée qu'il ne s'agit dans aucun cas d'une exégèse attentive aux nuances. Tout comme les fascistes et les nazis, les communistes s'inspirent d'une image populaire des idées nietzschéennes qui ne cherchent pas la finalité de détail et qui en occultent l'origine. Lénine et Staline n'ont probablement jamais lu les écrits du philosophe allemand, mais leurs confrères plus intéressés au débat d'idées, tels Gorky, Lunacharsky, Bogdanov, Trotsky, Bougarin, l'ont fait. Les uns et les autres ont vécu dans la Russie et l'Europe du début du XXe siècle, lorsque les idées nietzschéennes, réduites à des formules ou des expressions frappantes, forgées par leur créateur même, mais coupées de tout contexte, connaissent un immense succès et donnent lieu à de nombreuses réinterprétations. Le marxisme classique envisage deux forces complémentaires agissant dans l'histoire, un déterminisme historique et la volonté humaine, la volonté individuelle, qu'ils emploient à articuler entre elles tant bien que mal. Les bolcheviks, comme les anarchistes d'avant-garde, choisissent de privilégier l'action de la volonté au détriment des lois de la nature ou des lois de l'histoire. Le rôle central que Nietzsche accorde à la volonté de puissance a frappé particulièrement les esprits attirés par la Révolution. La notion de surhomme lui est associée, c'est-à-dire de cet être chez qui cette volonté de puissance s'incarne de manière exemplaire. Pour exercer son pouvoir, le surhomme est prêt à combattre infatigablement tous les obstacles, tous les ennemis qui s'opposent à lui. La volonté et la force étant l'ultime justification de nos actes, toute référence à une vérité objective, à des thèses inamovibles d'une morale absolue, se révèle fallacieuse. Il n'existe pas de fait ni de vérité éternelle, mais seulement des interprétations imposées avec plus ou moins de force. Là se trouve propulsé au sommet de la hiérarchie des valeurs, la beauté étant préférable à la vérité qui n'est qu'une illusion. Le Créateur apparaît donc comme le représentant le plus accompli de l'humanité. Lénine est perçu par ses contemporains comme une parfaite incarnation de la volonté de puissance. Ce qui le distingue des autres dirigeants bolcheviques est précisément cette obsession, la nécessité de s'emparer aussi rapidement que possible du pouvoir politique. Dès son retour en Russie en avril 1917, il est prêt à argumenter contre tous ses compagnons de lutte pour les entraîner vers la prise du pouvoir en octobre de la même année. Pour atteindre ce but, il est prêt à utiliser tous
parti est le surhomme collectif de Lénine. Il a toujours raison. Il est destiné à imposer sa volonté non seulement aux adversaires, mais aussi aux alliés, les masses populaires, les prolétaires ou les paysans. La révolution, une fois accomplie, les masses deviennent pour lui, pour Lénine, une matière humaine qu'il faut transformer, modelée par l'action de quelques guides éclairés. Le conflit, la guerre inéluctable révèle la vérité profonde de l'existence, qui se présente donc comme une série d'affrontements et qui révèle son identité. Un combat entre amis, où tout le monde entre dans les catégories d'amis ou ennemis. Les bons bolcheviques se caractérisent par leur dureté dans le combat, d'où les pseudonymes qu'ils adoptent volontiers. Staline veut dire en russe d'acier, Kamenev de pierre, Mordor de marteau, ainsi de suite. Lénine se situe également dans la tradition occidentale prométhéenne. Il pense que tout projet social peut être réalisé si l'on combine volonté politique et capacité technologique. Ainsi, selon une formule devenue célèbre, les soviets et l'électricité. Les hommes doivent devenir aussi efficaces que les machines. Après sa mort, sous l'impulsion de Lénine et sous l'impulsion de Staline, mais aussi en accord avec l'image répandue dans la nouvelle société soviétique, Lénine est lui-même décrit comme un surhomme, un homme-dieu, d'où la décision d'embaumer son corps, de le préserver pour l'éternité, comme un pharaon. L'action de Staline, qui domine la réalité soviétique à partir de 1929, confirme et renforce l'inspiration nietzschéenne du pouvoir soviétique. Contre l'avis des experts économiques, le nouveau guide du pays impose la transformation en profondeur de la société. Un pays arriéré doit devenir une puissance industrielle de premier rang, dans le cadre d'un plan de 5 ans. Et en même temps, il faut collectiviser l'agriculture, remplacer l'exploitation individuelle de la terre par des entreprises étatiques ou coopératives, quelle que soit la résistance des paysans concernés. L'économie soumise au plan s'oppose à l'économie laissée à l'arbitraire du marché, comme la maîtrise de l'histoire et de la nature s'oppose au hasard. Le prix de ces transformations est de plusieurs millions de paysans morts de faim. Il est lourd, mais il n'impressionne nullement Staline, qui s'est donné comme but de transformer non seulement l'ordre social, mais les individus eux-mêmes. La volonté de faire de Staline s'exprime dans des formules qui deviennent des slogans répétés à satiété. Aucune forteresse ne peut rester aux bolcheviks. La technologie décide de tout. Pratiquons une extension illimitée du possible. Staline lui-même est caractérisé par l'un de ses flatteurs, Radek, d'architecte de la société soviétique, la maîtrise sur la population étant assimilée à celle que le spécialiste exerce sur la matière inanimée. Un autre aspect du nietzschisme clandestin de Staline consiste à prendre à la lettre la formule « il n'y a
interprétation. Le discours soviétique officiel décrit progressivement la réalité du pays en termes qui ne correspondent pas à l'expérience commune, comme si les mots pouvaient créer les choses. Un monde fabriqué par le verbe doit s'imposer à la conscience des habitants du pays à la place du monde qu'ils observent eux-mêmes. L'exigence de vérité ne joue plus aucun rôle. Il en va ici non seulement du présent, mais aussi du passé, en particulier en ce qui concerne l'histoire récente du pays et surtout celle du Parti communiste au pouvoir. Au fur et à mesure que se succèdent les purges frappant les anciens dirigeants bolcheviques, il devient nécessaire de réécrire le récit des luttes précédentes pour effacer les noms de ceux qui y avaient participé, ajouter les noms de ceux qui en avaient été absents. La pratique de substitution d'un récit fictif à la place du récit qu'avait retenu la mémoire des individus atteint son point culminant et se transforme en dogme avec la doctrine du réalisme socialiste, norme obligatoire pour les arts représentatifs, dont la littérature, qui exige de substituer dans l'objet de la représentation le monde qui doit advenir à celui qui existe en réalité, sous prétexte que la marche de l'histoire obéit à des lois immuables et que donc le lendemain est encore plus réel que le présent. Cette codification de la pratique du déguisement pourrait être lue comme un éloge de l'artiste créateur, sauf que le rôle de fabricant d'illusions est réservé au guide politique lui-même. Les artistes professionnels doivent se contenter d'être des simples exécutants. L'importance de cette doctrine dépasse de loin le domaine esthétique. Elle représente à l'état pur l'un des traits dominants de la société soviétique sous Staline, car elle consacre le règne universel du mensonge. Non seulement dans les arts, mais dans toute la vie sociale du pays, on est contraint de remplacer la réalité par une fiction, construite en accord avec les instructions formulées par le parti. Résultat, tout un chacun est englué dans plusieurs couches de mensonges. Il en résulte un brouillage de la distinction même entre le vrai et le faux, qui contamine durablement la conscience des habitants des pays communistes, engendrant chez eux une forme de cynisme moral. L'adage shakespearien « le monde entier est une scène » all the world stage reçoit ici un sens nouveau et un peu sinistre. Staline est le metteur en scène d'un spectacle qui prend pour otage le pays entier et menace tant le destin de ses habitants que la santé de leur âme. Le régime totalitaire exige toujours de remplacer la pluralité par l'unicité. Les domaines où s'engagent le processus eux-mêmes sont multiples. La pluralité des orientations politiques est supprimée au profit d'un parti unique. Les pouvoirs sont concentrés entre les mêmes mains. L'information n'a plus qu'une seule source. La religion se trouve soumise au pouvoir temporel. L'économie à la politique. Au cours de la période qui m'occupe ici, entre les deux guerres mondiales, 1917 et 1941, la relation entre le pouvoir politique et
exercée sur la société par le régime. Elle concerne les territoires de l'action, ou bien les idées professées, enfin les formes propres aux œuvres d'art. C'est dans ce cadre donc que s'exerce l'action de trois créateurs que je prends comme exemple illustrant notre thème d'aujourd'hui, celui de la culpabilité. Ce sont un homme de théâtre, un écrivain et un peintre. Dans l'effervescence qui suit les journées révolutionnaires de février et mars 1917, car c'est ainsi que se prépare la révolution. Le 14 avril de cette année, le metteur en scène Vsevolod Maïkov se rend à une réunion dont l'intitulé est « La révolution, la guerre et l'art ». C'est la première occasion pour lui d'établir un rapprochement entre sa propre révolution artistique et celle qui se déroule à ce moment dans la vie. Un compte rendu contemporain a préservé une trace de cette intervention. Son titre est « La révolution et le théâtre ». On y lit « Monsieur Merkel relie la révolution au théâtre et la révolution dans la rue à une date. En 1905, lorsque dans les rues de Moscou mûrissait l'agitation populaire, dans le studio de Moscou se préparait la mise en scène de la mort de Tante Gilles, pièce de Maurice Métanin, dont la mise en scène de Meyerhold, où apparaissait la figure invisible mais effrayante de la reine. La révolution était écrasée dans la rue, mais le théâtre continuait à jouer son rôle révolutionnaire. Maintenant, les rôles semblent inversés. Si l'on parvient à combler ce nouveau retard, alors le théâtre sera à l'auteur. Merkel participe aussi à d'autres réunions, à l'organisation d'un syndicat des artistes. Mais il tient à maintenir les frontières. En novembre 17, après une autre réunion, il précise sa pensée. J'ai parlé de séparation entre l'art et l'État. Mon propos est d'affirmer l'indépendance de l'art par rapport à la politique. Pourtant, il doit se rendre rapidement compte que l'aide des pouvoirs politiques est indispensable à l'homme de théâtre. Or, les pouvoirs en question sont de plus en plus concentrés entre les mains des bolcheviks. C'est donc une justification par le principe de réalisme. Pendant l'été 1918, Maïkov s'inscrit au Parti communiste. Devenu ami avec Maïakovski et avant la guerre, se reconnaissant dans les choix avant-gardistes du poète, il décide de mettre en scène sa pièce Mystère Bouffe dans les décors de Malevich pour célébrer le premier anniversaire de la Révolution d'octobre, donc en 18. Depuis ce moment, il est considéré par tous comme un partisan inconditionnel des bolcheviks. Il veut contribuer à la création du nouveau monde communiste, constituer un nouveau répertoire révolutionnaire, faire ce qu'il appelle entendre le grondement de notre époque. Un exposé qu'il fait l'année suivante commence ainsi. L'art,
ce jardin de fleurs luxuriantes ne se trouve en bonne main que depuis l'instauration de la dictature du prolétariat. Il n'hésite pas non plus à dénoncer publiquement ceux qui n'ont pas vraiment embrassé la nouvelle doctrine, ainsi la poétesse Tsvetaeva. Les questions posées par Marina Tsvetaeva révèlent en elle une nature hostile à tout ce qui était sacré par l'idée du grand octobre, écrit dans le journal en 21. Sa carrière se poursuivra dans cet esprit pendant une vingtaine d'années. Meyerhold sera arrêté le 20 juin 1939. Il est alors accusé de comportements antisoviétiques, d'actes terroristes, d'espionnage, de contacts avec des ennemis de l'Union soviétique. Dans un premier temps, il avoue, entre guillemets, sa culpabilité. Sur le déroulement de sa détention, on dispose, heureusement, non seulement du texte des interrogatoires et des minutes du procès, mais aussi des lettres que de sa prison Meyerhold a adressées à Molotov, président du Conseil, et à Beria, commissaire des affaires intérieures. On peut y lire le détail des tortures auxquelles il a été soumis. On l'a souvent battu avec une matraque en caoutchouc. À la suite de quoi, écrit-il, allongé par terre, le visage tourné vers le sol, il s'est avéré que j'avais la capacité de me tortiller et de pousser des glapissements aigus, comme un chien battu par son maître avec un fouet. À l'idée que ce processus recommence, il préfère, comme il dit, avouer. Oh, s'est dit le curé, mieux vaut la mort que tout cela. C'est ce que je me suis dit moi aussi. Et j'ai alors laissé libre cours à mes accusations mensongères contre moi-même, en espérant que cela me conduirait à l'échafaud. En novembre 1939, alors que les interrogatoires sont terminés, Meyerhold reprend ses esprits et adresse au procureur du tribunal une rétractation dans laquelle il ne se reconnaît plus qu'une seule culpabilité, celle d'avoir calomnié sous la torture d'autres personnes que lui-même. L'accusation ne tient aucun compte de ce document. Le procès a lieu le 1er février 1940. Il y déclare que les affabulations qu'il a racontées au cours de l'instruction s'expliquent par le fait qu'il a été battu. Ces derniers mots sont « Il ne croit pas en Dieu, mais en la vérité. Il croit parce que la vérité triomphera. Il est condamné à mort et fusillé le lendemain. » Mon second exemple de culpabilité sera celui de l'écrivain Isaac Babel. Dès 1920, dans ses écrits, il cherche à répondre à un double appel, satisfaire une double exigence. D'une part, sa conception de la littérature exige qu'il raconte la vie haute en couleur de personnages plus grands que nature, de surhommes se situant au-delà du bien et du mal, comme les Cosaques rouges, combattants de la guerre, ou comme le bandit de Tessailles, sur qui il a enseigné. Mais dans la Russie soviétique postérieure, après les premières années de la Révolution, il ne trouve que deux exemples d'une telle action hors norme. Le premier, c'est la vie des tchéquistes, des
jusqu'à la fin de sa vie, il ferait avec les dirigeants de la police politique, Yagoda et Jean. Il réunit des documents, prend des notes. Ces individus qui doivent décider du destin des gens ordinaires le fascinent. Ce sont simplement des saints, dit-il devant un ami. Le second exemple est celui de la collectivisation forcée de la paysannerie. Cette fois-ci, c'est le processus d'ensemble qui est détruit plutôt que ses acteurs. J'ai très envie d'écrire sur les campagnes, sur la collectivisation. C'est ce qui m'occupe en ce moment, affirme-t-il en 1937. Sur les gens pendant la collectivisation, sur les transformations de l'agriculture. C'est le phénomène le plus important de notre révolution, mis à part la guerre civile. Ces deux projets, tchéquistes et collectivisation des terres, sur lesquels Babel accumule le bouillon, n'aboutiront pas. Sans doute parce que, d'autre part, sa conception globale de la vie, son attrait simultanément, en même temps que pour ces personnes, pour les êtres qu'il appelle les êtres bons, ne lui permet pas d'adhérer pleinement à ces péripéties de la vie civile. Même avant sa propre arrestation, il ne peut ignorer que tous les tchéquistes ne correspondent pas à l'image romantique qu'il s'en fait. Quant à la collectivisation, les rares textes préservés, comme aussi ses dépositions en prison, témoignent de ce qu'il ne nourrit pas trop d'illusions à cet égard. Face à cette double exigence, écrire et publier ses écrits devient impossible pour Babel. Entre 1926, quand paraissent ses livres, et 1939, lorsqu'il est emprisonné, il ne publie que quelques fragments. Au début, cela ne pose pas trop de problème. Mais avec le temps, s'introduit un soupçon. Le silence de Babel signifierait-il qu'il est devenu hostile au régime? Ou jouirait-il d'une liberté interdite aux autres? À plusieurs reprises, il est sommé de s'expliquer. Accusé, se sentant coupable, il essaie de s'expliquer. En 1930, par exemple, il déclare que ces critères qualitatifs sont devenus tellement rigoureux qu'il ne parvient pas à les satisfaire. Il a besoin de mieux connaître la politique. Quelques années plus tard, au congrès des écrivains, il revient au sujet. Il vénère la révolution. Il n'a pas le droit de mal à décrire. Or, pour le moment, chez lui, dit-il, les mots ne sont pas à l'auteur de ses sentiments. En 1937, enfin, il recommence. Après une interruption prolongée, j'avais perdu le nord. Les choses vont beaucoup mieux à présent. J'écris pas mal et cela va être publié. Au point que lorsqu'il est arrêté, 2 ans plus tard, la première raison de son emprisonnement qui lui vient à l'esprit est encore la même. En effet, son juge d'instruction lui pose la question: pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes arrêté, emprisonné? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Eh bien, il répond: je considère mon arrestation comme le résultat d'un concours de circonstances et de mon impuissance créatrice, à cause de laquelle je n'ai publié aucune œuvre importante au cours des dernières années. Dans les conditions soviétiques, cela a pu être considéré comme un sabotage, comme un refus d'écrire. Arrêté le 20 juin 1930,
Babel est accusé des mêmes crimes que Mayakon. Ils sont d'ailleurs interrogés par les mêmes officiels des organes de sécurité, probablement avec les méthodes décrites par Mayakon. Leurs aveux doivent sans doute servir au même procès politique, mais qui n'a pas eu lieu. Peut-être à cause du pacte germano-soviétique. Dans cette déposition circonstanciée, Babel raconte sa vie sans s'écarter beaucoup de la vérité, sauf en ce qui concerne ses relations avec d'autres accusés. Mais à la fin de son interrogatoire, en octobre 1939, il demande de faire une déclaration. À son tour, il éprouve une certaine culpabilité. J'ai calomnié certaines personnes et fait des déclarations mensongères sur une partie de mon activité terroriste. Il a accusé en particulier certaines personnes à tort. Il demande à plusieurs reprises d'être entendu de nouveau. Mes aveux contiennent des affirmations incorrectes et fictives, imputant une activité anti-soviétique à des personnes qui travaillent honnêtement et avec abnégation pour le bien de l'URSS. La pensée que mes paroles peuvent nuire directement à ma patrie me cause de souffrances indicibles. Je considère comme mon tout premier devoir de libérer ma conscience de cette tâche horrible. En janvier 1940, il écrit une nouvelle lettre. La pensée que mes aveux ne servent pas à l'établissement de la vérité, mais induisent l'instruction en erreur, me tourmente sans cesse. Au procès qui a lieu le 26 janvier 1940, il déclare « Tous mes aveux pendant l'instruction sont des mensonges. » Ces dernières paroles, je ne suis coupable de rien, je me suis calomnié moi-même dans ma déposition. Il est condamné à mort et fusillé le lendemain. Enfin, mon troisième et dernier exemple est celui du peintre Kazimir Malevich. Sans qu'il livrait non pas de culpabilité au sens propre, mais une forme de repentir. Au moment de la Révolution, les positions de Malevich sont proches de celles de Maher. Il sympathise avec le bouleversement en cours et le perçoit comme parallèle à ses propres recherches en peinture. Mais les deux révolutions doivent rester séparées et autonomes. Les arts n'ont pas à se soumettre aux exigences politiques. Pendant 10 ans, il se consacre exclusivement à sa réflexion théorique. Mais au moment de la mort de Lénine en 1924, il adopte une position de plus en plus critique à l'égard du régime. Impressionné peut-être par la manière quasi religieuse dont est traité le vide du pays au lendemain de sa mort, Malevich constate l'identité de structure entre la religion céleste, le christianisme, et la religion terrestre, le communisme. Dans les deux cas, on a déifié un homme après sa mort, Jésus-Christ ou Lénine. Ce qui est une trahison du chef prophète à ses disciples et partisans, d'autant plus choquante dans le cas du communisme, que Lénine se voulait l'ennemi de la religion, alors que le communisme en devient une. La raison de cette imitation est claire.
Selon le peuple, Dieu, c'est ce qui réprime toute pensée autre. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est-à-dire, tu ne dois penser qu'à moi. Chaque personne qui pense autrement est mon ennemi et je l'opprimerai, car moi, Dieu, je suis la véritable lumière. Malevich précise, l'État est l'appareil d'oppression de ceux qui pensent autrement. Et il dit, tu n'auras pas d'autre gouvernement que moi. Chaque personne qui pense à un autre gouvernement est mon ennemi et je l'opprimerai, car ma lumière est la véritable. L'État a pris la place de Dieu, et pas plus que son prédécesseur, il accepte ceux qui pensent différemment. À quoi s'ajoute un autre trait, également repris des livres saints. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Tout désaccord est perçu aussitôt en termes d'opposition totale. Et puisque l'État incarne dans la lumière, l'ennemi est forcément une incarnation des ténèbres, du mal. Voilà la bourgeoisie est devenue le diable contemporain, qui tourmente les orthodoxes croyant en lui, mais qui est avec lui sera sauvé. Qui n'est pas avec lui est avec le diable, avec la bourgeoisie, et il ira dans l'enfer éternel. En 1927, après l'arrestation qui s'ensuit, après avoir subi aussi d'autres persécutions, Malevich se remet à la peinture. Et cette nouvelle période d'activité artistique est moins connue que sa période suprématiste qui date des années de la Première Guerre mondiale. L'artiste sort de prison déprimé et effrayé. Désormais, il participe peu à la vie publique. Il évite de porter, de parler de sujets politiques, même avec ses proches. Ses revenus sont en chute libre, il est souvent affamé, même devant ses amis et disciples, il ne trouve suffisamment d'intérêt pour ce qu'il fait. Pourtant, la peinture qu'il peint se transforme encore. La partie la plus suggestive de ces dernières créations est formée par des toiles qui contiennent des allusions à sa vie et ses opinions du moment. On trouve une telle indication accompagnant une toile qui figure la tête d'un homme, face d'un homme du futur. Pour illustrer le changement qui s'est produit avec sa peinture antérieure, je voudrais vous montrer quelques-unes de ces images. Ceci est une
d'un faucheur qui a été peint en 1911, qui est dans l'esprit des tableaux de Malevich de cette époque. Le personnage de ce tableau ne possède pas de traits individuels, mais cette absence est voulue ici. L'apparence de ce faucheur est l'aboutissement d'un projet de formation d'un être humain à partir d'éléments simples, formes et couleurs. Regardez maintenant une des images qui va être produite dans les dernières années des années 20 et au début des années 30. Cela s'appelle l'homme futur, où par un processus de déformation d'un être qui auparavant avait un visage, maintenant ne l'a plus. On peut se demander donc si par ce choix, Malevich n'est pas en train de suggérer une nouvelle interprétation de l'absence de visage, non plus le refus suprématiste de la représentation, mais la conséquence du formatage et du dressage imposés aux individus par le pouvoir soviétique. Si tel est bien le cas, on assisterait alors à une réinterprétation radicale du projet futuriste lui-même, adopté par Malevich à ses débuts, lui permettant de se reconnaître dans la démarche révolutionnaire de 17. Il serait maintenant abandonné aux bolcheviks, parvenus au pouvoir, qui tout en se réclamant de l'avenir radieux, oppriment la population et interdisent la manifestation de toute individualité. Mais vous voyez la différence avec les images antérieures. L'une procède par addition de traits, l'autre par une soustraction. L'une obéit aux lois de la géométrie, celle-ci, l'autre est d'origine organique pour être dit. Le contraste serait encore plus fort si l'on comparait l'homme sans visage, non aux figures géométriques peintes 20 ans plus tôt, mais aux compositions suprématistes célèbres de Malevich de la Première Guerre mondiale, consistant en lignes droites et rectangles, qui éliminent toute référence à un monde humain, ou même à une réalité perceptible, qui pousse à la déshumanisation bien plus loin que ne le font les figures systématiques des années précédentes, conformes au projet révolutionnaire utopiste. Un personnage féminin, en jugé par ses habits, s'appelle paysanne à la face noire. Il se trouve dressé au milieu du décor, désignant le paysage rural ukrainien devant un ciel strié. Il est pourvu d'une tête noire sans traits humains, affublée de plus d'une sorte de masque devant le visage. On en voit les traces par le dessus. Qui a la forme d'un couvercle de cercueil. Une autre tête de paysan montre au premier plan une figure humaine suprématiste avec répartition systématique des couleurs et des formes, mais en même temps on voit une forme de muselière
parler. Enfin, un autre motif surgit dans plusieurs tableaux, celui d'une grosse maison au milieu d'autres, dont les fenêtres sont barrées par des grillages. Plusieurs tableaux de Malevich de cette époque ont ce thème. En particulier, une maison rouge et une maison blanche. Et tout porte à croire ainsi des indications sur le dos des tableaux de toile qu'il s'agit de prison. Le fait qu'il y ait une prison blanche et une prison rouge, à l'époque, lorsque le combat entre les rouges et les blancs est dans tous les esprits, correspond à une vision assez tragique de l'histoire dans laquelle il n'y a plus que des prisons partout, chez les uns et les autres adversaires. Un autre tableau encore, appelé Paysan, représente 3 hommes côte à côte, dépourvus non seulement de visage, mais aussi de bras. Le bas du visage est caché par une pièce noire ou blanche qui n'est pas une barbe, et la pose des personnages fait penser à des individus attachés à des poteaux d'exécution, avec les bras entravés derrière le dos, le corps comme enfermé dans une camisole de force. Le fond derrière eux est abstrait, une bande bleue, une autre jaune. On peut remarquer que ce sont là les couleurs du drapeau ukrainien. Ce tableau a été peint au moment où la paysannerie ukrainienne, chère à Malevich, comme il le précise dans son autobiographie écrite au même moment, est emprisonnée, déportée, fusillée ou affamée à mort. Elle traduirait non le choix fait précédemment de l'abstraction, mais le hurlement silencieux des victimes, réduits à néant par le pouvoir. On constate ici un bouleversement dans le projet pictural de Malevich, un repentir qui n'est pas précédé par un sentiment de culpabilité. Auparavant, ces images devaient résulter d'une expérience purement plastique, sans aucune intervention idéologique ou existentielle. Elles devaient provenir d'une sensation de douleur. Ici, retournement à 180 degrés, mais qui concerne la seule pratique qui ne devient jamais un programme. L'expérience du peintre concerne désormais le monde dans lequel il vit et non celui de la peinture. À l'origine du tableau, on trouve, comme le dit la légende d'un autre tableau, une sensation de vide, de frayeur, de désespoir. L'abîme entre l'art et la vie, établi précédemment par Malevich, est maintenant comblé, traversé sans difficulté. Le moment est venu pour lui de transmettre à travers sa peinture ses sentiments et son vécu. On pourrait dire que de ce point de vue, la peinture à peine figurative de Malevich est plus réaliste que celle de ses contemporains qui commencent à se plier aux exigences du réalisme socialiste. Ceux-ci affublent leurs personnages de visages variés, expressifs, joyeux, mais c'est là un mensonge,
une façade destinée à cacher la destruction des individus et leur soumission au pouvoir de l'État. Malevich, lui, montre ce qu'ils sont devenus, des êtres dépersonnalisés, les rouages d'une machine effrayante. Il révèle la vérité du monde que les autres tableaux ont pour fonction de dissimuler. Mais il le fait d'une manière paradoxale, en effaçant ou en dissimulant les traits du visage, en plaçant un vide à la place du blanc. Cette disparition du visage est néanmoins plus vraie par rapport au monde contemporain que ne le sont les milliers de têtes représentées par les peintres réalistes socialistes. Malevich s'oppose ainsi au projet totalitaire du communisme de manière bien plus radicale que ne le faisait son engagement suprématiste. Le monde qu'il révèle maintenant ne pouvait plus être le résultat d'une déduction à partir de principes abstraits. Kazimir Malevich meurt du cancer le 15 mai 1935 dans son appartement à Leningrad. Quelques mois plus tôt, il raconte à sa fille, qui s'appelle Una, un rêve étrange qui l'a beaucoup marqué et dont il se souvient avec netteté. Ce rêve ressemblait à un tableau, lui dit-il. Au centre, comme élevée sur l'étel, se tenait une femme magnifique, la Russie. La terre sur laquelle reposait son visage consistait en collines vertes arrondies. Soudain, ces collines se sont mises à bouger, et il devenait clair que ce sont des casques, et les gens casqués rampent vers le haut pour anéantir et faire périr la femme. Le peintre n'aura pas eu le temps de peindre ce tableau représentant le crépuscule de son pays. Pour conclure, je dirais que dans le cadre soviétique dans lequel ils ont vécu, les trois artistes dont j'ai évoqué le destin ont été accusés par le pouvoir d'avoir trahi la révolution et traités comme des coupables. Avant de mourir fusillés, Meyerhold et Babel ont rejeté cette culpabilité, tout en se reconnaissant coupables d'une défaillance par rapport à la morale humaine universelle. Ils n'ont pas supporté la torture, ils ont accusé des innocents. Il s'agit, dirions-nous, d'une faiblesse plutôt que d'un crime. L'injustice dont ils sont victimes les empêche de se reconnaître une quelconque culpabilité pour l'avoir soutenu inconditionnellement ce régime, car ils en sont des véritables propagandistes, dont ils éprouvent en ce moment la dureté. Malevich ne se reconnaît pas non plus